Bonjour et re-bienvenue, non, bienvenue, pourquoi re? Et bienvenue dans ce nouveau meet-up. Alors, vous m'entendez moi parce que Richard nous a faussé compagnie en dernière minute. Il va arriver, paraît-il. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. On verra la qualité aussi de l'enregistrement. Enfin, si vous nous entendez, c'est qu'a priori, elle doit être bonne. Donc, nous sommes dans la saison 3, épisode 10. Et nous avons en planning différents petits points sur lesquels on va discuter aujourd'hui dans ce meet-up. D'abord, il y a Laurent qui est là, qui va venir normalement, hein, dis-moi si je ne me trompe pas, mais en tout cas c'est ce qui est marqué dans le planning, nous parler de Git Alias, présenter les développements avec Git Alias. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, ça sera open bar, notamment, si on a le temps, parler des merges avec les pull requests, les différents types de merges. Et ça m'intéresse particulièrement parce que, évidemment, c'est toujours la foire d'empoigne quand on est avec différentes personnes qui travaillent sur Git. Mais on va peut-être même en parler avec toi, Laurent, un peu avant, dans cette première partie, sur Git Alias, sur l'outil. Et le plus simple, c'est qu'on te donne la main. Et si on a le temps à la fin, on parlera aussi d'actualité s'il y en a. Mais on va voir un petit peu. Oui, on peut parler de... Ouais, en actualité, il y a le Blazor Day, le 17 juin. Voilà, c'est fait. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Ouais, comme tu le disais, on va parler des Git Alias et de leur utilisation pour simplifier et automatiser le développement. Alors, ouais. Pourquoi on a besoin des Git Alias? Quand on est un développeur, normalement, on essaie d'automatiser les tâches qu'on a à faire qui sont répétitives et qui peuvent être faites par un ordinateur plutôt que par notre cerveau. Alors, ça fait un peu... ça fait penser qu'on est un peu paresseux, mais je pense que c'est une bonne chose d'être paresseux, justement, pour pouvoir faire plus de choses qui sont importantes dans la vie de développeur. Donc, quelles sont par exemple les tâches journalières qu'on va faire avec Git? On va créer des branches, créer des nouvelles fonctionnalités. On va devoir faire des check-out de ces branches. On va devoir faire des reviews de code. On va bien sûr faire des commits de changements qu'on va apporter au source code. On va éventuellement faire ce qu'on appelle du rebasing, c'est-à-dire réordonner par exemple un set de commits ou alors merger deux commits ensemble, etc. Donc, comment automatiser ça? Ça commence par déjà avoir des conventions. Des conventions, c'est toujours bien pour faire de l'automatisation de son processus. Alors, quelles sont les conventions qui sont importantes? Je pense que justement, dans ce qu'on va voir dans les capacités d'automatisation, c'est important de nommer les branches et d'avoir une convention de nommage de branches. Ce qui est aussi important, peut-être un peu moins pour l'automatisation, mais peut-être plus après pour pouvoir traquer ce qu'on a fait comme changement et lier en fait le source code à des outils qui vont nous permettre de voir la description des fonctionnalités qu'on doit implémenter, telles que Jira ou dans DevOps ou dans GitHub Issue, ce genre de choses. Donc tu te bases sur les commits pour faire des release notes aussi et sortir des listes de features, enfin la liste des fonctionnalités des nouvelles versions, alors c'est ça? On pourrait, ouais, on pourrait. Je fais pas ça parce que en fait, ça c'est des conventions que j'utilise plus au travail et en fait, on a des gens qui sont business analysts et qui s'occupent d'écrire les release notes. Donc, effectivement, on peut sortir soit avec ça, soit avec Git, soit avec l'outil comme Jira, nous on utilise Jira, on peut sortir effectivement dans la release qu'est-ce qui a été terminé, quoi. Ouais, il y a quelqu'un qui a voulu faire une remarque? Non. Ça va. Ok. Bon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qui est important dans le nommage des branches, quand on va automatiser, c'est justement de pouvoir lier la branche au ticket qui décrit la fonctionnalité qu'on doit implémenter, donc ce qu'on appelle
ticket number. Donc, on voit un exemple ici où on nomme une branche avec feature. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir une espèce de clé qui va permettre de lier la branche à son système de requirements. Après, pour ce qui est des messages de commit, c'est aussi une bonne pratique parce que quand on va à la fin merger sa branche dans le master ou dans le main, on va peut-être vouloir revenir et c'est important de pouvoir lier du code à de la description de feature plus tard. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi ce ticket number. Et pourquoi tu utilises, parce que je vois que c'est un PRJ 123, ce que tu utilises comme numéro, ouais. Parce que c'est Jira? Oui, j'imagine que d'autres systèmes utilisent autre chose. GitHub, par exemple, utilise un numéro pour l'issue. Donc là, en fait, c'est juste le format. Effectivement, c'est un exemple qui est lié à Jira. DevOps, honnêtement, je ne sais pas comment marche DevOps. C'est ça. L'avantage, Ouais. en fait, dans Azure DevOps, et je pense qu'avec la liaison avec GitHub fonctionne aussi, si tu mets un dièse, et là c'est juste un numéro, donc dièse 123, c'est qu'il va automatiquement relier donc le work item, quand tu vas dans l'écran du work item, donc de la tâche, quoi, elle va être automatiquement liée dans la liste des commits à ton commit. Donc ça, je pense pas qu'il le fait avec Jira, alors si je comprends ici. Non, mais alors moi, ce que je vais vous montrer, c'est par rapport à l'environnement de développement local sur votre machine de dev, sans passer par une interface web ou une chose comme ça. C'est ça, ok. Donc les git alias, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une partie du fichier .git-config qui est précédé par le nom alias. Et en fait, ça va vous permettre de faire pas mal de choses. Une des premières choses, c'est de taper moins. Par exemple, là, j'ai un alias qui s'appelle CO pour checkout. Alors, au lieu de taper git checkout feature, comme on le voit en dessous, feature blablabla, je vais taper git CO feature. Donc, c'est déjà un peu d'économie. Mais bon, ça fait quand même beaucoup trop à taper, quoi. Donc, comme je suis paresseux, je veux automatiser plus. Alors, une des possibilités d'automatisation en plus, c'est justement d'utiliser des outils d'autocomplétion. Alors, il y en a différents pour Git, on verra dans la command line tout à l'heure. Mais donc, le but ultime, ça serait de pouvoir dire, je vais taper Git CFB pour Checkout Feature Branch et juste nommer 1, 2, 3, l'ID de ma feature branch. Et je veux que Git se débrouille pour aller chercher la branche correcte qui correspond à ça. Donc, comment on va effectuer ça? Donc, ce qui est très utile dans les Git alias, c'est qu'on a une possibilité de composer les Git alias. Donc, on voit que là, par exemple, on déclare un alias qui s'appelle current branch, qui va nous permettre si on tape git current branch, ça va nous afficher le nom de la branche courante. Donc, si je suis dans la master branch, ça va m'afficher master, mais si je suis dans ma branche feature / quelque chose, ça va m'afficher ce feature / quelque chose. Et donc là, on voit que la composition, elle se fait ici, à travers des choses qui ont l'air un peu barbares, qui viennent d'Unix et qui sont du bash, mais qui sont relativement lisibles à ce niveau-là. Donc là, je vais créer une fonction que j'appelle Jira N, qui veut dire récupère le numéro de ticket Jira, qui va appeler git current branch, donc qui va composer avec cet autre alias, et qui va en fait parser et extraire la partie qui m'intéresse, qui est le PRJ et le numéro à la fin. D'accord? Ce que on montre ici, c'est standard à Git? Ou bien il y a t'as dû installer un plugin? Ouais, c'est standard. Non, ça vient avec Git. Ouais, tu l'as sur Windows. Ouais, c'est ça. Ouais, sur Windows, tu l'auras sur ton Linux, c'est complètement standard. Donc, même le Git sous ligne de console, enfin sous Windows, quoi. Il n'y a pas besoin d'être dans Bash, un document de Bash, ça marche dans tout. Ouais, tout à fait. Tu verras ça dans les démos que je vais faire après. Après, par exemple, un truc qui peut être intéressant de faire, c'est justement, si on navigue rapidement
sur la commande line, je vais pouvoir ouvrir mon ticket sans avoir à ouvrir mon Internet Explorer, enfin mon Edge ou Chrome ou Firefox pour Lionel, et devoir taper en fait toute l'URL ou avoir une bookmark et après avoir récupéré le numéro. Donc là, je vais pouvoir taper J et je vais aller directement sur le ticket dans la branche qui est liée à la branche courante. D'où l'intérêt d'avoir justement des conventions de nommage et qui vous permettent de naviguer plus vite. Alors, un peu plus d'explications sur ce qu'on voit avant, là, toutes ces fonctionnalités-là. Donc, là, c'est un autre exemple, c'est Rebase Interactive, en fait. Donc, au lieu de devoir taper git, rebase, -i, add, tilde et, je sais pas, 4 commits en arrière, là, je vais pouvoir taper git, ri, 4, et en fait, ça va me faire l'équivalent. Et donc, là, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, on est dans Bash, c'est de l'Unix, l'apostrophe F parenthèse nous définit une fonction qui doit être terminée de cette façon-là, avec le point virgule et le F, et les guillemets aussi. Et ça nous donne accès à différentes choses. Donc là, en fait, ce $1, si je tape git ri4, le $1, ça correspond au premier paramètre, il sera remplacé par le 4. Si j'avais un deuxième paramètre, je pourrais utiliser $2, et le $@, c'est tous les paramètres de la commande line. Donc c'est vraiment super intéressant parce que ça nous permet de composer et de chaîner des commandes, et donc ça devient vraiment quelque chose de très puissant. Donc là, on peut voir un autre alias, c'est encore un exemple. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire mon checkout feature branch, donc le git checkout feature branch 1, 2, 3. 1, 2, 3 étant l'ID de mon ticket. Et donc là, on voit qu'effectivement, j'ai une composition. Je vais récupérer une variable qui s'appelle feature branch en faisant git feature branch, en donnant juste ce numéro, 1, 2, 3. Cette méthode-là, cette fonction-là va être appelée. Elle est déclarée ici. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer la liste de toutes les branches. Il va récupérer la branche qui nous intéresse en filtrant. En virant la partie remote et origin, il va faire un sort et va nous retourner ça. Et donc, quand je vais faire un git cfb 1, 2, 3, il va me récupérer ma branche, il va faire un checkout et il va me récupérer les derniers changements qui ont été poussés sur le serveur. Donc, tout ça, j'ai plus besoin de le taper. En une commande, je fais tout ça, quoi. Donc, si vous avez des questions, sinon on peut passer à un peu plus de démos. Donc pour ça, j'ai préparé un petit projet. Il n'y a pas grand-chose comme code. Donc l'idée, ça serait déjà de dire voilà le genre de choses que je peux faire. Donc qu'est-ce que j'ai comme branche déjà donc là on voit l'autocomplétion, je tape B, j'ai certaines commandes, mais je peux faire BR, branche, et donc là je vais voir mes branches avec là c'est juste de l'autocomplétion, j'ai pas de possibilité de faire mieux que ça. Mais maintenant on voit la convention. Donc dev1, c'est cette branche qui s'appelle feature dev1 navigate, d'accord? Donc je peux faire git checkout feature branch 1, et normalement, si tout se passe bien, je me retrouve sur ma feature branch navigate. OK? Donc maintenant, imaginons que je veux aller dans Jira, parce que je veux voir la description de la feature que je dois implémenter. Donc cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tapé la lettre J, et ça m'a ouvert mon browser, et c'est allé, comme j'ai cette naming convention, cette convention de nommage, pardon, je vais pouvoir aller naviguer automatiquement dans mon Jira, dans mon DevOps, dans GitHub Issue. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on peut voir aussi, je vais refaire une autre story. Donc celle-ci devrait avoir une autre ID. Alors, trouvez là. Donc là, on voit que j'ai créé un nouveau ticket Jira qui s'appelle Dev3. OK? Donc pour l'instant, si je regarde mes branches, j'ai pas de Dev3.
Donc, si je veux créer une nouvelle feature branch avec ma composition, je vais faire New Feature Branch. Je vais juste donner l'ID. J'ai juste besoin de connaître l'ID. Et après, bon, je vais connaître un peu plus quand je liste mes branches ce qu'elle fait. Donc, je vais la nommer un peu. Et donc là, je vais me retrouver sur ma nouvelle branche feature. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça me permet de naviguer, de créer facilement depuis un ticket, de créer facilement une branche dans la convention de nommage de mon équipe. Ça me permet de voir les branches que j'ai. Ce que je peux faire aussi, c'est git checkout branche. Et là, je vais arriver sur le shell, un truc interactif où je peux aller dire, ben, finalement, je veux celle d'automation. Ou alors, je peux dire, non, finalement, je veux celle où il y a live dedans. Tac, et je me retrouve sur live. Donc, on voit qu'on est capable de naviguer, de voir les branches relativement rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, disons qu'on va vouloir changer du code. Là, j'ai sauvé un changement. Donc là, je vais me retrouver avec effectivement la command line qui va me dire « Oh, tu as eu un changement ». Donc, je peux lui faire git status, c'est encore un alias. Normalement, je dois taper git status pour voir ça. Là, je peux faire st, c'est un peu plus court. Je peux automatiser, par exemple, le git diff qui va me montrer clairement où a été fait mon changement. Et je peux aussi dire, je veux sauver mon changement avec... Alors, attendez. D'abord, je vais vous montrer le log. Donc, ça, c'est une façon de voir les logs un peu plus original. Bon, il y a un peu beaucoup de branches pour l'instant. On voit qu'on est capable de voir un peu plus précisément que le log par défaut de Git qui est ça, en fait. Avec le git log, je peux voir un peu mieux ce qui se passe. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire, je veux sauver ce que j'ai en changement. Et je veux le sauver dans la convention de nommage que j'ai de mes messages de commit. Donc, normalement, je devrais taper dev--3. Mais comme je le connais dans le nom de la branche, je peux justement scripter ça et pouvoir le sauver automatiquement. Créer un commit. Et normalement, si tout marche bien, le commit, ici, on voit qu'il est précédé de l'identifiant de la feature qui nous intéresse et du live démo. Après, ce qui peut être intéressant aussi, imaginons que je suis sur cette branche maintenant, je veux aller voir la pull request. Donc le code a été pushé avant sur GitHub. Je vais aller voir la pull request qui existe pour cette branche. Donc là, j'ai juste tapé git pr et je me retrouve dans la pull request où j'ai fait mon changement. Donc c'est une autre branche, c'est pour ça que je ne vois pas le live. Mais donc on voit qu'on arrive à naviguer très facilement dans notre environnement depuis la command line vers l'interface web, que ce soit pour GitHub, que ce soit pour Jira, que ce soit pour d'autres outils. Nous, on a aussi la possibilité, par exemple, d'aller voir le statut d'une build dans TeamCity et ce genre de choses. Et donc ça nous permet vraiment, dans la journée, c'est des choses qu'on fait beaucoup. Donc, passer d'un à l'autre, c'est assez important de pouvoir le faire facilement. On peut imaginer de scripter ou de lancer, en gros, ce qu'on veut. Si j'ai envie de lancer des tests unitaires ou des choses comme ça, rien ne m'empêcherait de lancer des commandes qui permettraient de faire ce genre de choses aussi. Tout à fait. Tout à fait. Une idée, par exemple, c'est dans Git, il y a un outil qui s'appelle Git bisect qui permet de lui donner un commit dans lequel on dit l'état il est correct et un commit qui dit à partir de ce moment-là, j'ai un bug. Et en fait, l'outil, ce qu'il va faire, c'est il va
il va couper la poire en deux à chaque fois, et à chaque fois, il va vous demander, est-ce que ce commit-là, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il a un bug? Et en fait, ce que tu peux faire, justement, c'est automatiser et dire que quand il va couper la poire en deux, ben, imagine, tu lances tes tests unitaires et ton bug, il est détecté par tes tests unitaires. Normalement, ce n'est pas un bon exemple, mais parce qu'il aurait dû être détecté par le Continuous Integration. Mais disons que tu pourrais lancer tes tests manuels et voir, le bug est toujours là, donc, et ainsi de suite. Et donc, il va te ramener sur un commit qui est le commit qui est bon. Ouais. Donc, si je vais changer juste de branche pour faire un ou deux commits. Donc, je vais vous montrer aussi, c'est un des trucs dont on a parlé. Là, je vais être original, enfin, avec deux. Je peux faire donc git save une fois de plus. Une fois, je peux regarder les logs. Je peux aussi lui demander diff p. Fais-moi le diff sur le commit d'avant. Donc, qu'est-ce que j'ai changé dans le guide d'avant? Ah ben, c'est le 2. J'ai rajouté le 2. Et une des dernières commandes, donc git ri. Imaginons que je veux rebaser interactivement les deux derniers commits. Donc, je vais faire ça et je vais me retrouver devant cet éditeur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, je peux par exemple dire le dernier commit il est bon, mais je veux pas celui d'avant, je veux squasher le live 2 dans le live 1. Donc je vais avoir un seul commit qui sera celui-là, mais avec le contenu des deux changes. Donc je devrais me retrouver avec le live 2. Là, il me demande juste de confirmer en fait le commit message que je veux. Donc maintenant, si je fais un git log, je vais voir que je vais avoir mon live démo, mais pas le live, j'ai plus le live 2. Et si je fais un diff previews, je me retrouve avec non seulement le live, mais aussi le 2. Une des dernières commandes que je vais vous montrer, c'est git recent. Donc, quand vous revenez après une semaine de vacances ou le week-end, et que vous voulez voir, tiens, sur quoi j'ai travaillé, c'est assez pratique. Ça permet de justement aller voir, tiens, j'ai travaillé dans cette branche, dans cette branche, dans cette branche. Ah oui, ça me revient. Je peux aussi dire, bon là c'est pas possible parce que je suis pas au travail, mais je peux demander, tiens, mais qu'est-ce qu'a fait Lionel hier? Et je peux aller voir ce qu'ont fait mes collègues et on peut en discuter. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble le guide config, quoi. Donc ça c'est vraiment mon guide config, donc il y a la partie alias. Et donc tous ces fonctions sont des espèces de helpers qui permettent justement d'utiliser la composition. Alors ça paraît un peu barbare comme ça, il y a un temps de prise en main, mais une fois qu'on l'a en main et qu'on voit des exemples à droite à gauche, c'est super pratique, quoi. Alors pour répondre à ta question d'avant, donc là on voit il y a vraiment des trucs de dingue un peu. Par exemple, une des commandes qu'on utilisait beaucoup, qui a été faite par un de mes collègues, Martine, c'est une commande qui permet en fait de uncommitter, je ne sais même pas comment expliquer ça. En fait, ça va mettre l'état de la branche comme si on avait tous les changes qui ont été faits, qui sont comme si on venait de les faire et qui ne sont pas encore committés. Et donc, c'est super pratique parce que dans Visual Studio, par exemple, on peut filtrer et montrer dans le Solution Explorer, montre-moi tous les fichiers qui ont été changés. Et si vous utilisez git diff margin, un peu de pub, ça vous permet d'aller voir tous les changes qui ont été faits dans tous ces fichiers-là et de naviguer facilement dans le code. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Une des idées, c'était de composer quelque chose pour pouvoir reformater le code. Donc, nous, on utilise beaucoup ReSharper. Et ReSharper vient avec une commande qui s'appelle cleanup code.
Et en fait, l'idée, c'était de dire, j'arrive à la fin de mon développement, je ne me suis pas embêté à reformater le code dans le format des conventions qu'on a dans l'équipe. Et à la fin, en fait, je veux récupérer tout le code que j'ai changé dans ma branche, lancer ce cleanup code et committer un commit qui va juste reformater le code et pousser ça sur le serveur. Donc, on peut aller vraiment, vraiment très loin. Donc ça, c'est encore en développement. Donc ça, on a vu. Ouais, Jira, on a vu qu'on pouvait naviguer. Les questions sont ouvertes. Je ne sais pas s'il y en a parmi l'assemblée qui utilise ce genre de fonctionnalité, Git config. Moi, je l'utilise pas. Par contre, ça a l'air super intéressant. Mais du coup, est-ce qu'on peut l'utiliser avec Visual Studio? Parce que là, en fait, tu peux l'utiliser qu'avec des consoles, les alias. Non, c'est qu'avec des consoles. Alors moi, en fait, je suis vraiment un affinité. J'ai tendance à le lâcher un peu ces derniers temps avec Rider. Rider, l'intégration de Git est fantastique. Par exemple, le Rebase Interactive, je le faisais que en command line et là, je commence à utiliser vraiment Rider. Mais pour moi, en fait, ce qui est super intéressant, c'est tu vois, là, j'ai le command prompt. Je fais Windows 1, je suis dans mon command prompt. Alors, je peux être dans Rider, dans n'importe quel outil. Je fais Windows 1, je suis là. Et puis, je suis parti, quoi. Je peux y aller avec mes commandes facilement, quoi. Et alors, dans Visual Studio, effectivement, c'est plutôt du clic à droite et à gauche ou des shortcuts s'il y en a. Mais voilà. Maintenant, tu peux combiner les deux. Dans Visual Studio, tu peux ouvrir une console, un terminal, et puis lancer des commandes Git pour certains, et puis revenir et terminer ou faire autre chose avec en ligne de clic, quoi. Oui, ton commande prompt que moi j'ai en séparé peut très bien être le commande prompt qu'il y a dans Visual Studio et lancer tes commandes de là, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je partage en fait ce fichier sur mon compte GitHub. Ah oui. Dans le repo .file. Il y a en fait... il y a que tu utilises et que tu mets à jour au fur et à mesure. Ouais. Et que je mets à jour au fur et à mesure. Ouais. Ouais. Donc, il y a le lien dans la présentation. Alors, je me suis inspiré de certaines choses. Donc, il y a Phil Hack, qui est un ancien de... Si vous avez fait de l'ASP.NET, MVC, c'est un des développeurs qui a participé à ça. Il était chez GitHub après. Et lui a posté il y a bien longtemps quelque chose sur les alias, justement. Un des premiers alias que j'utilisais, c'est bdone. Et en fait, ça permet de dire qu'une feature elle est finie, d'aller automatiquement détruire les branches qui ont été mergées sur master, que vous avez en local, mais qui n'existent plus sur le remote et qui ont été parce qu'elles ont été mergées dans le master. Ah, pratique ça. Ouais, c'est vrai, ça a creusé. Et celle-là, elle se trouve aussi, cette commande-là, bidone, dans ton script à toi? Oui, okay. Tout à fait. Et sinon, il y a Nicolas Paolucci et le wiki de Git. Ok, tu sauras donner les liens, comme ça on les mettra aussi, parce que là c'est des liens cliquables, mais mettre les liens pour le mettre dans le bas de la vidéo. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Je sais pas s'il y en avait d'autres parmi vous qui avaient des questions ou qui utilisent ou qui n'utilisent pas. Qui utilise, on va le faire dans ce sens-là. Levez la main, puisqu'on a l'outil dans Teams. Moi, j'utilise, je travaille avec Laurent, du coup c'est plus facile, je suis plus proche de lui. Voilà, toi tu l'utilises parce que tu es obligé. J'ai pas été obligé, mais c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Moi je cliquais pas mal aussi, notamment avec SourceTree pour gérer Git. Mais il y a quand même des commandes quand on fait un rebase interactif, des choses comme ça. C'est plus sympa en command line finalement. Ouais, c'est ça. Ok. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/DevApps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/DevApps. Peut-être continuer alors dans Git, c'est la question qui tue, je disais. C'est qu'est-ce que vous faites comme type de merge? Alors peut-être, Laurent, comme tu avais déjà la parole, peut-être explique un petit peu ce qu'il y a, pas tous les types de merge possibles, mais les principaux. Est-ce qu'on fait du merge classique, du squash? Donc il y en a, je crois, 3, 4, je pense, quelque chose comme ça. Donc peut-être juste expliquer ce que c'est. Ah tiens, voilà Richard. Oh, coucou. Oh, Richard.
On venait juste de terminer la présentation de Laurent, Richard. On était Ah bah parti ça va, j'ai rien raté alors. Ça va. On n'a pas raté grand-chose. On n'a juste pas pu trop l'enregistrer, mais c'est pas grave. Oui, tu nous as pas donné la possibilité d'appuyer sur les 3 petits points enregistrés. Ah merde. Depuis tout à l'heure, j'arrête rien. pas d'appuyer sur print écran et après j'ai un petit programme qui va tout. Ah, c'est Donc chiant. on enregistre avec des outils externes, on verra ce que ça donne. Ouais. Mais si tu pouvais enregistrer, ne fût-ce que pour la suite, ça serait peut-être plus simple. Tiens, tant qu'on y est, appuie sur le bouton. Hop, démarrer l'enregistrement. Donc oui, non, c'était la question, c'est peut-être juste rappeler ce qui existe comme type de merge possible, enfin de fusion. On fait des pull requests à la fin. Donc avec une pull request, donc une des possibilités c'est de faire juste un merge. Donc ça va créer un point de commit dans l'historie de la branche sur laquelle on veut merger justement. Une des possibilités c'est de pas avoir ce point de merge, mais de prendre notre branche et de la réappliquer sur le haut de la branche main. Donc ça s'appelle un merge avec fast forward. Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité? Il y a le Une squash. possibilité avec le squash, effectivement, qui va permettre en fait de, quand vous avez une branche, vous avez de multiples commits, de pouvoir en fait merger qu'avec un commit. Donc ça c'est assez intéressant. C'est une chose qu'on a commencé à discuter il y a quelques temps, que moi qui me plaisait bien, mais que j'ai vraiment eu du mal à convaincre mon équipe à cause de la possibilité de faire un git bisect. C'est une chose quand même qu'on utilise de temps en temps pour justement chercher ces bugs dans des versions antécédentes du logiciel. Après, c'est vrai qu'en discutant la semaine dernière, j'ai trouvé que en fait, quand on fait une pull request sur GitHub, DevOps, on est toujours capable de revenir sur cette historique et on ne le perd pas. On va pas l'avoir en local sur notre Git repository de développeurs, mais on peut toujours aller sur le serveur et retrouver cette historique-là. Donc, et la recréer. C'est intéressant, et la recréer, exactement. C'est ça qui est intéressant. Donc je peux la recréer localement, me remettre dans cet état-là, et je peux faire mon git bisect alors dans cette chose-là. Ouais, c'est vrai que j'enchaîne sur ce que tu dis. Moi, j'ai eu la discussion aussi avec un dev chez nous qui est Git, ligne de commande et Git. Et effectivement, je me suis fait, pas massacrer, mais on a eu une belle discussion sur savoir est-ce qu'on fait un squash ou pas squash. Puisque effectivement, le squash, comme tu le dis, c'est comme si tu avais fait un seul commit sur master, tu n'as plus les points intermédiaires, tous les petits commits intermédiaires, ils n'existent pas. Mais moi, je trouve l'intérêt, c'est quand tu lis la branche master ou la branche main, tu as vraiment des commits qui sont fonctionnalité par fonctionnalité. Une feature, ce qu'on a rajouté, pouf, en gros, c'est une boule dans la structure. C'est un commit et je trouve ça vachement propre. Et je comprends leur réaction en disant oui mais non, parce qu'on ne peut pas effectivement revenir en arrière, on ne peut pas découper, reprendre tous les commits de création. Sauf, comme tu le dis, sauf avec des outils tels que GitHub ou Azure DevOps. Où là, en Git pur, c'est vrai que tu ne sais pas, mais avec des outils comme Azure DevOps ou GitHub, tu peux revenir. Tu reviens dans des branches qui, en gros, sont supprimées, soi-disant, et tu les ressuscites pour pouvoir, le jour où tu en as besoin, restaurer la branche et refaire tout ce que tu veux dessus, quoi. Donc moi, je trouve ça plus propre. Et si je me trompe pas... savoir que si on... Pardon, excuse-moi. Si je ne me trompe pas, si on va sur la paire, on peut aussi voir tous les commits qui ont été faits sur cette paire. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est pour ça qu'on peut faire le git bisect, même si on a fait un squash avant. D'accord. Le git bisect, pour les nuls comme moi, c'est quoi exactement? Fallait être à l'heure, je l'ai expliqué avant. Voilà. Oh merde. Tu tends le bateau pour t'en prendre une. tu reverras dans l'épisode au début. D'accord, bon, je votais alors. Alors pour les retardataires, en fait, ça permet de donner un point où ton logiciel marche et un point dans ton history où ton logiciel a un bug. Et en fait, Git va couper la poire en deux. Il va te permettre d'aller chercher quel commit a introduit le bug. Et en fait, la bisect, c'est comme en mathématiques, il va couper l'ensemble en deux. Et il va te demander, est-ce que ce commit-là, est-ce que le bug est là ou il n'est pas là? Et puis, en fonction de ta réponse, il va aller plutôt à droite ou à gauche. Il va couper les segments en deux jusqu'à ce que tu arrives sur un commit. Pour trouver une commit, en gros, qui pose problème, quoi. Ouais.
Donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir chercher dans un commit où on a changé un ou deux fichiers ou quelques lignes et se dire, ah tiens, le bug il vient de là, plutôt que dans un commit où il y a 100 fichiers qui sont touchés et on va devoir chercher ce bug. Donc c'est pour ça que je comprenais le besoin de mon équipe, même si c'est pas un truc qu'on fait souvent, on fait Ouais, c'est ça. peut-être 2-3 fois par an, mais quand on en a besoin, c'est pratique, c'est vrai. Moi, je suis arrivé à la conclusion effectivement que je trouve plus intéressant d'avoir une historique propre dans Master. Et le cas où on en a besoin, bah en gros, on va ressusciter la branche dans GitHub, dans Azure DevOps, pour pouvoir utiliser ce genre de fonctionnalité. Donc on est arrivé à ce compromis-là, quoi, en gros. C'est qu'on met du squash pour finir dans la fusion des pairs. Surtout qu'en plus, ce que je trouve, c'est que, alors moi je suis un mauvais élève, c'est que mes commits, des fois, ne vont pas dire grand chose. C'est plus mon squash qui va être plutôt logique que mes commits. Donc en Ouais, fait, bah, c'est soi, souvent quel le est cas, l'intérêt hein. de récupérer des commits qui s'appellent par exemple merge develop, Ouais. correction quelque chose. Et on a beau mettre des conventions, moi je vois ça aussi, on a beau dire oui, n'oubliez pas, mettre des trucs qui sont clairs, faites des références à la tâche. Oui. Eh ben, après, tu vois, c'est quoi le nom du commit? Fixbug. Voilà. Ouais, donc nous, c'est vrai qu'on a mis en place des règles strictes, on va dire. Tu peux d'ailleurs mettre en place ce qui s'appelle des git hooks qui vont justement aller vérifier que tes commits ont une référence à un ticket number ou ce genre de choses, Ouais. et ne pas te permettre de committer si dans ton commentaire de commit, tu l'as pas mis, par exemple. Mais c'est vrai que nous, on a vraiment des règles un peu strictes là-dessus. On a par exemple aussi ceux qui utilisent Rider, ils ont configuré. Tu peux dire, eh ben, mon commit, il doit faire il doit être constitué d'une première ligne de maximum 30 caractères. La deuxième ligne doit être blanche. Et après, je dois avoir n ligne. Il doit commencer de ça. Il ne doit pas avoir d'erreur de syntaxe ou d'orthographe ou ce genre de choses. Et quand tu as ce genre de trucs qui sont stricts, ce qui nous arrive, nous, effectivement, ça m'arrive aussi, je ne vous ai pas montré, mais j'ai une commande qui s'appelle git save, où je ne mets pas de descriptif, il va juste me dire save point dans l'history. Et en fait, ce que je fais, c'est évidemment, avant de mettre ça en review, donner ça pour la revue de code à mes collègues, je ne vais pas laisser cette history pourrie, je vais leur refaire un historique correct. Justement, à l'aide des rebase interactives, je vais pouvoir reconstruire cette histoire un peu plus propre pour décrire le cheminement que j'ai eu. Et c'est vrai que quand on connaît pas ce cheminement, on va essayer différents chemins. Et des fois, c'est aussi sympa de faire une branche intermédiaire qu'on va peut-être virer ou qu'on va remerger. Et avec ces git rebase interactives, ça nous permet vraiment de cleaner l'historique. Donc voilà, donc en résumé, tu fais du squash aussi pour le moment. Depuis la semaine dernière, depuis vendredi. Et juste une question tout bête, quand on veut merger une branche, une future par rapport à une développe, vaut mieux faire un rebase ou vaut mieux faire un merge? Ça dépend ce que c'est. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence, c'est comme tu préfères. Nous, on est parti sur le rebase, on préfère le rebase. Si tu fais un merge, le problème, si tu squashes pas derrière, tu vas te retrouver avec une history. Quand tu regardes ton history, ça va ressembler au plan de métro de Londres. Ouais. Et souvent, il y a une analogie comme ça, où tu as des lignes qui vont dans tous les sens et tu comprends plus rien, quoi. Okay. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est quand tu fais le merge, par exemple, dans ta feature branche, de ta main branche ou de ta dev branche, si à la fin tu squashes, en fait, tu vas résoudre ce problème-là, quoi. Non mais c'est bon, on est dans ce cas-là. Maintenant, moi je me suis posé la question, j'ai jamais vraiment testé plus que ça, mais je sais pas si tu as l'expérience là-dedans, au niveau des conflits, est-ce qu'un rebase ou un merge, un des deux, ne limiterait pas les conflits quand tu fais justement la fusion de master sur ta branche, quoi? Je sais pas. Je pense pas. Je vois pas. Il n'y a pas de magie derrière. Le merge ou le rebase, à la fin, quand deux développeurs ont changé deux lignes dans le même fichier, le rebase ou le merge ne va pas changer ton problème. Il y a juste un avantage dans le rebase, c'est qu'on les a petit à petit. On n'a pas un gros tas de conflits à gérer, quoi. Peut-être ça de différence, non? Ouais, oui et non. Parce que tu peux les avoir plusieurs fois, en fait. Oui, c'est aussi. Plusieurs fois. Et alors là, il y a une commande qui est super intéressante qui s'appelle git. Alors attention, git re
Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire honnêtement, mais en fait, ce que ça va permettre quand vous l'avez mis on sur votre repo, c'est que si elle se rend compte que vous avez déjà résolu le conflit sur une période de temps un peu avant, je ne sais plus exactement comment ça marche par rapport au temps, en fait, elle va pouvoir réappliquer la même résolution sur le même problème. Donc, ça vous évite justement d'avoir à résoudre plusieurs fois le même problème. Donc ça, c'est assez bluffant. Et c'est vrai que par contre, il faut se rappeler qu'on l'a activé parce que moi, j'avais oublié que je l'avais activé et un coup, je ne comprenais plus rien parce qu'il y a des conflits qui se résolvaient tout seuls et j'étais un peu perdu, quoi. Mais c'est bien pratique en tout cas. Ok. Bah, je pense que je sais pas s'il y a d'autres questions sur Git, sur les pull requests, sur les merges, sur tout ce qui est toujours sensible quand on fait du Git. Hein. C'est au moment où on fait des branches et on doit les fusionner, c'est en général à ce moment-là qu'on se pose les questions, c'est quelle est la bonne technique. Sur Azure DevOps, il y a moyen de faire des policies aussi pour ça. Ouais. Alors, franchement, il y a un outil qu'on a introduit dans l'équipe aussi. Je fais un peu de pub, même si j'ai pas d'intérêt à faire de la pub. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Semantic Merge. C'est une boîte espagnole qui permet de faire en fait quand on a des conflits dans un fichier, c'est parce qu'on a changé. Les deux développeurs ont changé la même ligne. Imaginez qu'un de vos développeurs a bougé une méthode et l'a complètement montée dans le haut du fichier. Elle était en bas, il l'a montée dans le haut du fichier. Et l'autre développeur a changé juste, je sais pas, le nom d'un paramètre dans cette méthode. Quand vous allez vouloir faire ça avec un éditeur de texte, vous allez vous retrouver devant un merge conflict qui est vraiment plutôt emmerdant à résoudre. Semantic Merge, ce qui va vous permettre, c'est que lui, il va se baser justement sur la sémantique du code. C'est un peu l'idée de Rosalie. Et il va voir que cette méthode, elle a été bougée, et il va vous montrer juste la différence du code de la méthode qui a changé. Et il arrive aussi à résoudre beaucoup de conflits par lui-même automatiquement. Donc c'est un gain de temps franchement énorme quand on travaille en équipe. Non, moi je gagne le temps parce que quand il y en a un qui me fait ça, s'il y en a un développeur qui fait ça et l'autre pas, j'en tue un des deux et comme ça le problème est réglé. Hein. Ouais, donc à la fin tu développes pas tout seul dans l'équipe, bon, quoi. Oui, c'est vrai, c'est embêtant. Et ce qu'ils ont réussi à faire aussi, c'est justement quand on va... Je vous ai perdu. Dans Git, nous on t'entend, Richard. Dans Git, quand vous allez bouger, par exemple, une classe d'un endroit à un autre, il est capable aussi de voir que ce fichier a bougé et qu'un autre développeur a renommé quelque chose dans le fichier, enfin changé quelque chose dans le fichier. Et ça, c'est aussi des choses qui sont assez difficiles à résoudre sinon avec les conflits normaux. Ok, bon, bah on arrive tout doucement déjà à la fin. Je sais pas si toi, Richard, tu avais des autres points que tu voulais rajouter, que tu avais prévu. Tu avais noté un point sur les actifs, c'est pas standard. Oui, moi j'avais noté un point super important parce que j'ai pas de gâteau d'anniversaire, mais ça fait 1 an qu'on a lancé les online meet-up, pile poil, à un jour près, puisque c'était le 25 mars de l'an dernier, 2020. Donc on a en 1 an, on a fait 36 épisodes. Donc voilà, je vais souhaiter un bon anniversaire à tout le monde. Les périodes se ressemblent, hein, parce que nous, on a appris aujourd'hui en Belgique, on est reconfiné politiquement, ils appellent pas ça comme ça, mais globalement, c'est la même chose. Donc on se retrouve comme en mars de l'année dernière, du coup. D'accord. Un jour sans fin. Ouais. C'est ça. Ok. La France encore. C'est pas politiquement correct de dire confiné maintenant. Ils nous prennent vraiment pour des cons quand même. Non, sérieusement, on est ils nous pris prennent à un pour des niveau pour confinés. cons là. Hein? C'est le Master Nain qui a confiné tout le monde. C'est usant, quoi. Donc voilà. Ok. C'est tout alors. Je sais pas s'il y avait d'autres choses. Non, rien de Non. spécial. Bah voilà. Bon. J'avais une news, moi, que j'avais notée, mais qui n'est pas liée à Microsoft, mais qui était emmerdant quand même, qui est apparue hier, c'est le plantage d'Android. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont eu. Ah, donc, il y avait le WebView 2 qui a apparemment été mis à jour chez Android un peu, par erreur, qui plantait le truc. Donc ils ont fait une correction quasiment dans la journée, mais en attendant, ça a pété carrément presque toutes les applications, quoi.
et pas sur tous les téléphones. Donc moi, ma femme, elle savait plus démarrer Messenger, elle savait plus démarrer Outlook. Et donc, du coup, c'était de ma faute, évidemment. Donc j'ai dû régler ça. Question. Évidemment. Ah oui. que c'est faute. Donc, Non, il y a voilà. Anthony. Ouais, il y a Anthony qui a signalé, je sais pas si tu en as parlé au début, On là. en a parlé. D'accord. Bon, moi je me tais. Au revoir tout le monde. Non, on parlait de Discord. Redis, c'est pas grave. Discord va être racheté par Microsoft. Microsoft va racheter Discord plutôt. Ouais, mais c'est parfait, ça. Non, c'est en Non. discussion. C'est en Discussion. cours, quoi. Ouais. En discussion, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ben voilà, ben on arrive à la Voilà. fin alors, doucement de l'épisode. Hein. Ah, tu devais pas dire quelque chose avec le 17 juin, toi, Christophe? Ah, il y a Blizzard 2. Alors, c'est bien. pas Non, pas deux. Blizzard 2021. Hein, c'est quand même bien nuancé. On a quand même des têtes d'affiche. Hein, Dan Ross qui va être bien présent, qui a tout de suite été super méga content. Il était amazing. Amazing, il y a Michael Washington qui est quelqu'un sur Twitter que vous pouvez suivre, qui est Michael. la grande communauté mondiale de Blazor. Il y a Chris Senti forcément qui aussi va être présent, qui aussi fait partie de cette communauté. Il y a aussi Ed Charbonneau Oui, c'est qui ça. travaille chez Telerik, d'accord, qui est francophone et anglophone. Il est francophone, lui? Oui, il Non. est que anglophone. Ah, il me semble. Ah, d'accord, parce que j'ai je parlé connais qu'anglais. bien l'anglais alors. Je le comprends bien, donc finalement je pensais qu'il parlait français. Et ça y est, vous avez bouclé tous vos intervenants ou il Non, reste encore des places c'est le début. On va seulement commencer la com, mais il nous fallait les têtes d'affiche tout de suite. Ouais, Quoi. ouais. Sinon, voilà. On a encore un peu le temps. Hein. Oui, bah, j'en reparlerai peut-être mercredi prochain. Sans aucun doute. D'habitude. Au cas où j'oublie, vous me le rappellerez. Hein. Ouais. Ok, Bon, allez. écoute, il est presque 18h. Ouais. On va demander à Richard d'appuyer sur le bouton pour arrêter l'enregistrement, du coup. Vu qu'il est là. Qui est-ce qui enregistre? C'est toi, Denis? J'ai enregistré l'écran, je vais voir si ça a bien fonctionné. Et normalement, Adrien fait un backup derrière au cas où. Ouais. Le truc. Donc on va te donner tout le bazar maintenant. Et je me démerde. Voilà. Ok, bah, merci pour le relais. Pas de problème. Au pire, vous le refaites à en off. Voilà, oui. Par contre, ça serait bien que tu les mettes admin les deux. Et peut-être même plus de gens, quoi. Mais non, on va Backup, passer quoi. sur, on va Non, mais passer en fait, sur Discord. Il travaille chez OVH, Richard, donc il n'y a aucun backup. Bon, Data allez, au Center revoir. de Strasbourg, il est dump. Hein. Il reviendra pas, lui. Ah non.